Avoir consacré toute sa vie à l'honneur, n'avoir jamais démérité et me voir où je suis, après avoir subi l'affront le plus sanglant qu'on puisse infliger à un soldat. Même quand la vérité politique comporte des documents, il est rare que ceci ait plus que la valeur d'un cliché radioscopique où le vulgaire croit que la maladie du patient s'inscrit en toutes lettres. Tandis qu'en fait, ce cliché fournit un simple élément d'appréciation qui se joindra à beaucoup d'autres sur lesquels s'appliquera le raisonnement du médecin et d'où il tirera son diagnostic. Ainsi, la vérité politique, quand on s'approche des hommes renseignés et qu'on croit l'atteindre, se dérobe. Marcel Proust. Tenez, je suis allé à Rennes tout dernièrement pour me rendre compte de l'état d'esprit qui règne là-bas dans le civil et dans le militaire. Je puis vous le dire, tout va bien, tout va excessivement bien. L'état d'esprit est excellent, parfait, admirable. Tout le monde réclame la réhabilitation, l'apaisement, la justice. Du moins, c'est ce qui m'a été répété avec force par plusieurs personnes très au fait de la situation morale de la ville et qui ont de la psychologie. Et ce qui vaut mieux, du bon sens. Et ce qui vaut mieux encore, le sens de l'histoire. Partout où je me suis présenté, le mot d'ordre était celui-ci: tout va bien, tout va extrêmement bien. Je n'ai pas été, il est vrai, à même de contrôler ces renseignements rassurants et véridiques, car durant les 3 jours que j'ai vécu à Rennes, je n'ai entendu crier dans les rues que à bas les traîtres et mort aux Juifs. J'ai même vu un soir des sous-officiers d'artillerie poursuivre à coups de plat de sabre et des outrages plein la bouche de paisibles citoyens que leur excitation prétorienne m'avait obligé à crier « Vive la République, vive la loi ». Qu'est-ce que cela prouve? Rien. Il paraît d'ailleurs que c'est là une agitation très superficielle et que le fond est calme, et même sympathique. Mais naturellement, quand les eaux d'un lac sont remuées, on ne voit pas le fond. Et le fond, tout est là. Je vous le dis encore, et vous pouvez me croire, et vous pouvez le crier à nos amis inquiets ou furieux, tout va bien. Mais puisqu'il est innocent. Un juif, vous en avez de bonnes, et quand cela serait, qu'est-ce que ça fout? Qu'est-ce que ça nous fout? Innocent. Et puis après, ce n'est pas une raison. Il n'y a pas de voyons. Dreyfus a-t-il été condamné? Oui. Par un tribunal militaire? Oui. Eh bien, qu'il nous fiche la paix. Oh! Si au lieu d'un gouvernement de cosmopolites, nous avions un gouvernement de vrais patriotes, ce qu'on leur enverrait dans son île, ce bougre-là, une deuce, en avant-marche. Innocent. D'abord, un lascar qui se permet d'être innocent sans l'ordre formel de ses chefs, c'est une crapule, m'entendez-vous? Un sale calepin, un mauvais soldat. Et quelle tête fait-il, ce misérable traître?
On a dit d'abord qu'il était très changé et très abattu. Comédie! Est-ce qu'un innocent est jamais abattu? Est-ce que je suis abattu, moi? Allons donc. Quand on est sûr de son innocence, on la crie, on la hurle, nom de Dieu. On n'a pas peur, que diable. On porte la tête haute. Et c'est précisément ce qui arrive pour Dreyfus. Car le premier renseignement n'était pas exact. La réalité est que Dreyfus se montre très ferme et prêt à la lutte. Un crâneur, alors. Un rouspéteur. Parbleu, c'est bien ce que je disais. Quand on est innocent, on ne fait pas l'insolent ou le tranche-montagne. On attend, triste, la tête basse, la main dans le rang, la bouche close, en soldat. Et puis, ce n'est pas tout ça. Innocent ou coupable, il est toisé. Il n'y a pas à revenir là-dessus où la France est archi foutue. Les conscrits insoumis, chanson antimilitariste. Allons enfants des prolétaires, on nous appelle au régiment. On veut nous faire militaires pour servir le gouvernement. Nos pères furent très dociles à des règlements incompris. Nous serons moins imbéciles, les insoumis, les insoumis. Nous serons moins imbéciles, les insoumis, les insoumis. On nous dit d'avoir de la haine pour les Germains envahisseurs, de tirer Alsace et Lorraine d'entre les mains des oppresseurs, que nous font les luttes guerrières des affameurs de tout pays. Nous ne voulons plus de frontières, les insoumis, les insoumis. Nous ne voulons plus de frontières, les insoumis, les insoumis. Quand nous allons dans les casernes où l'on cherche à nous abrutir avec un tas de balivernes auxquels il faut obéir, parlant de grève générale à tous les frères endormis, nous nous préparons la sociale, les insoumis, les insoumis. Nous nous préparons la sociale, les insoumis, les insoumis. Les émeutes anti-juives d'Alger, où Européens et indigènes ont fraternisé dans le meurtre, l'incendie et le pillage, montrent sous quel mince vernis de civilisation se cache notre barbarie. Georges Clemenceau, éditorialiste au journal L'Aurore. Il s'est fait un grand déploiement de troupes à Paris, où l'ordre n'était pas menacé. À Alger, on a laissé mettre au pillage les 2 rues principales du quartier juif. Les omnibus et les tramways de Saint-Eugène à Alger sont pris d'assaut, et 2 juifs reconnus dans une voiture se voient bâtonnés de telle sorte que l'un d'eux expire quelques heures après. L'autre ne paraît pas devoir survivre. Un juif qui portait un pain est laissé pour mort. Cela se passe en territoire français, sous la Troisième République, avec cette inscription au mur:
Liberté, égalité, fraternité. Ah, s'il suffisait de badigeonner de préceptes les murailles, comme la République serait belle depuis l'origine du monde. Le malheur est que nous éprouvons autant d'enthousiasme à proclamer doctrinalement des principes excellents que d'ardeur à les violer dans la pratique quotidienne de la vie. C'est nous les Africains qui revenons de l'Europe, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons quitté par nos courbés foyers. Nous avons traversé tout exprès la grande mer intérieure qui fut la voie de la civilisation la plus reculée pour montrer aux barbares d'Afrique la floraison de notre barbarie policée. Un mot a suffi, mort aux Juifs. Et les foules se ruent, sauvages, pillant, tuant, brûlant, et attendant de cette explosion de fureur la fin de leur mot. Mort aux Juifs aujourd'hui, mort à qui demain? S'il avait suffi de tuer pour délivrer les hommes de leur chaîne, pour les installer dans la paix du bonheur social, le genre humain, depuis l'origine des siècles, connaîtrait trop de félicité. Nous en sommes là, que des foules pillent, brûlent, tuent, au cri de « Vive la France » et « Vive l'armée », et que l'on se fait accuser d'être traître ou vendu si l'on demande justice. Et ce dernier trait est peut-être le moins pardonnable, car il n'a pas l'excuse du coup de folie des déchaînements populaires. Qu'on prétende servir la France par de tels moyens, voilà ce qui donne la mesure de l'esprit public au temps où nous vivons. Qu'est-ce que cela fait que Dreyfus soit innocent ou coupable, disait un général, le colonel Picard. Ce n'est pas vous qui êtes à l'île du diable. Et dans la conversation de tous les jours, que de gens s'écrient pour se débarrasser des doutes qu'on leur suggère, que nous importe que Dreyfus ait été bien ou mal jugé, c'est un juif. Ces mots-là resteront, car ils sont le caractère d'une époque. Citoyens, tenez-vous tranquilles. Les bourgeois intellectuels ne sont pas moins bourgeois que les bourgeois militaires. Laissez les capitalistes se manger le nez. Croisez-vous les bras et regardez passer les antisémites. Pour l'heure, ils font l'exercice avec un fusil de paille et un sabre de bois. Mais quand il s'agira de procéder à l'expropriation des capitalistes, je ne vois pas d'inconvénient, à commencer par les Juifs. Je n'ai pas d'instruction comme le citoyen Fléchier qui a étudié dans les livres de Marx, mais je me suis bien aperçu qu'il ne raisonnait pas droit. Parce qu'il me semble que le socialisme, qui est la vérité, est aussi la justice et la bonté, que tout ce qui est juste et bon en sort naturellement, comme la pomme du pommier. Et il me semble que combattre une injustice, c'est travailler pour nous, les prolétaires, sur qui pèsent toutes les injustices. À mon idée, tout ce qui est équitable est un commencement de socialisme. Je pense, comme Jaurès, que marcher avec les défenseurs de la violence et du mensonge, c'est tourner le dos à la révolution sociale. Je ne connais ni juifs, ni chrétiens, je ne connais que des hommes. Et je ne fais de distinction entre eux que de ceux qui sont justes et de ceux qui sont injustes. Qu'ils soient juifs ou chrétiens, il est difficile aux riches d'être équitables. Mais quand les lois seront justes, les hommes seront justes.
Je suis républicain socialiste, compagnon radical ultra, révolutionnaire anarchiste, etc., etc. Aussi je vais dans tous les meetings, jamais je ne rate une réunion. Et je passe mon temps chez les manzingues, où ce qu'on prêche la révolution. C'est vrai que je comprends pas grand-chose à tout ce qu'ils disent, les orateurs. Mais je sais qu'ils parlent pour la bonne cause et qu'ils tapent sur les exploiteurs. Pourvu qu'on chie le ministère, qu'on engueule comme un dictateur et qu'on parle de tout foutre par terre, j'applaudis la charrette d'auteur. Et c'est d'une simplicité biblique. D'abord, faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de Sénat et plus de Parlement, plus de salauds qui vit à sa guise, pendant que nous un mal de chiens. Plus de loi, plus d'armée, plus d'église, faut plus de tout ça, faut plus de rien. Alors c'est nous qui sera les maîtres, c'est nous qui fera ce que nous voudrons. Il y aura plus de chef, plus de contre-maître, plus de directeur et plus de patron. Mais est-ce qu'on pourra tirer sa flamme? On fera tous les jours un lundi. Oh oui, mais s'il n'y a plus de la grosse peine. Et qui fera la paye le samedi? Monsieur le Président du Conseil, moi, Octave Mirbeau, je suis venu à Toulouse le 20 janvier 1898 à la demande des étudiants républicains. Malgré des menaces à mon encontre, insérées dans la presse réactionnaire, des affiches appelant à protester contre ma venue, j'ai ouvert la séance à l'heure dite, décidé que j'étais à exercer mon droit élémentaire de tenir des réunions publiques. J'étais en train de dire la haine de l'antisémitisme. Depuis un moment déjà, ces antisémites vociféraient du dehors, leurs hurlements ordinaires de « Vive l'armée, mort aux juifs », et des pierres tombaient sur le toit. Ils envahirent bientôt la salle. Il eût été facile d'en interdire l'accès à la meute de ces assassins. Selon vos ordres, Monsieur le Président du Conseil, il en fut autrement. Les assassins entrèrent, soufflant à pleine gueule dans un clairon national. Ils occupèrent les gradins du fond, qui avaient été laissés libres, toujours selon vos ordres, en vertu des petits arrangements où excellent les chefs actuels de l'armée et qui ont pour unique objet de massacrer sans péril de paisibles citoyens dans l'exercice de leurs droits. Au lieu de faire expulser les hordes, le commissaire de service les engageait du geste à faire l'assaut de la tribune. Mais leur lâcheté naturelle est telle que, bien résolu à continuer la réunion, à parler, j'ai pu traverser seul les 50 mètres de l'hémicycle, y aller affronter les bêtes féroces qui se décidaient, disposées, non à discuter, mais à me supprimer. Dreyfus a été condamné pour crime de trahison par un conseil de guerre. Il est donc coupable, et nous ne pouvons le déclarer innocent. Reconnaître la culpabilité d'Esterhazy, ce serait proclamer l'innocence de Dreyfus.
Toute cette affaire Dreyfus n'a qu'un seul inconvénient. C'est qu'elle détruit la société par l'afflux de messieurs et de dames, du chameau, de la chamellerie, de la chamelière, enfin, de ces gens inconnus que je trouve même chez mes cousines, parce qu'ils font partie de la Ligue de la patrie française anti-juive, je ne sais quoi. Comme si une opinion politique donnait droit à une vocation sociale. Je trouve insupportable que, sous prétexte qu'elles sont bien pensantes, qu'elles n'achètent rien aux marchands juifs, ou qu'elles ont mort aux juifs écrit sur leur ombrelle, une quantité de dames du rang ou du bois, que nous n'aurions jamais connues, nous soit imposée. Je suis allée chez Marie Hénard avant-hier. C'était charmant autrefois. Maintenant, on y trouve toutes les personnes qu'on a passé sa vie à éviter, sous prétexte qu'elles sont contre Dreyfus. Les journaux disent que Dreyfus a commis un crime contre sa patrie. Le crime est inexistant. Il aurait commis un crime contre sa patrie s'il avait trahi la Judée. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec la France? Chacun de ces êtres tronqués, hybrides, à la recherche d'une nationalité impossible, entre l'art de le français et quel français d'allemand. Et on les sent bien plus à l'aise dans ce parler de chevaux que dans le nôtre. Je ne sais pas si M. Esterhazy vaut mieux que Dreyfus, mais il a un autre chic dans la façon de tourner les phrases. Cela ne doit pas faire plaisir aux partisans de M. Dreyfus. Quel malheur pour eux qu'ils ne puissent pas changer d'innocent. La justice est sociale. Il n'y a que de mauvais esprits pour la vouloir humaine et sensible. On l'administre avec des règles fixes et non avec les frissons de la chair ou les clartés de l'intelligence. Surtout, ne lui demandez pas d'être juste. Elle n'a pas besoin de l'être puisqu'elle est justice. La société repose sur la force et la force doit être respectée comme le fondement auguste des sociétés. Il n'y avait pas d'autre sujet d'entretien. Toute autre forme de vie semblait suspendue. Sais-tu où tu vas, France ? Tu vas à l'église. Tu retournes au passé, à ce passé d'intolérance et de théocratie que les plus illustres de tes enfants ont combattu, Ont cru tuer en donnant leur intelligence. et leur sang. Aujourd'hui, la tactique de l'antisémitisme est bien simple. Vainement, le catholicisme s'efforçait d'agir sur les peuples. Créer des cercles d'ouvriers, multiplier les pèlerinages. Il échouait à le reconquérir, à le ramener au pied des autels. C'était chose définitive, les églises restaient désertes. Le peuple ne croyait plus. Et voilà que Des circonstances. des circonstances ont permis de souffler au peuple la rage antisémite. On l'empoisonne de ce fanatisme. On le lance dans les rues, criant « À bas les Juifs, à mort les Juifs !» Quel triomphe si l'on pouvait déchaîner une guerre religieuse. Certes, le peuple ne croit toujours pas, mais n'est-ce pas le commencement de la croyance que de recommencer l'intolérance du Moyen-Âge? De faire brûler les Juifs en place publique. Enfin, voilà donc le poison trouvé. Et quand on aura fait du peuple de France un fanatique et un bourreau, Quand on lui aura arraché du cœur sa générosité, son amour des droits de l'homme, si durement conquis, Dieu fera sans doute le reste. On a l'audace de nier la réaction cléricale, mais elle est partout. Elle éclate dans la politique, dans les arts, dans la presse. dans la rue. On persécute aujourd'hui les juifs, Ce sera demain le tour des protestants. et déjà la campagne commence. La République est envahie par des réactionnaires de tout genre.
Il l'adore d'un brusque et terrible amour. Il l'embrasse pour l'étouffer. France, réveille-toi. Songe à ta gloire. Comment est-il possible que ta bourgeoisie libérale, Que ton peuple émancipé ne voit pas dans cette crise à quelle aberration on les jette? Je ne puis les croire complices. Ils sont dupes alors, puisqu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière. D'une part, La dictature militaire. et de l'autre, la réaction cléricale. Est-ce cela que tu veux, France? La mise en péril de tout ce que tu as si chèrement payé? La tolérance religieuse. La justice égale pour tous. La solidarité fraternelle de tous les citoyens. Il suffit qu'il y ait des doutes sur la culpabilité de Dreyfus et que tu le laisses à sa torture pour que ta glorieuse conquête du droit et de la liberté soit à jamais compromise. Quoi? Nous resterions à peine une poignée à dire ces choses? Tous tes enfants honnêtes ne se lèveront pas pour être avec nous? Tous les libres esprits. Tous les cœurs larges qui ont fondé la République et qui devraient trembler de la voir en péril. Où allez-vous, jeunes gens? Où allez-vous, étudiants, qui courez en bande par les rues manifestants, jetant le cri de vos consciences publiquement? A-t-on offensé le besoin de vérité, brûlant dans vos âmes ignorantes des accommodements? Allez-vous redresser un tort social, mettre votre protestation dans la balance inégale, où sont si faussement pesés le sort des heureux et celui des déshérités? Où allez-vous, jeunes gens? Où allez-vous, étudiants, qui battez les rues manifestants, jetant au milieu de nos discordes la bravoure et l'espoir de vos 20 ans? Brûlant, 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 cri de vos consciences. La bravoure et l'espoir. Nous allons à l'humanité, à la vérité, à la justice. Chère Lucie, c'est toujours en toi que je me réfugie, c'est toujours dans ton cœur que je viens puiser du courage. Parfois, ma souffrance s'évanouit, tant la situation me paraît invraisemblable. Il me semble alors que je suis le jouet d'un horrible cauchemar qui ne va pas tarder à finir. Mon bien cher Alfred, avant de me coucher, je veux encore t'envoyer un bon et tendre baiser, te souhaiter santé et courage. Peut-être cette nuit sera-t-elle plus clémente que les dernières et me délivrera pour un moment de cet horrible cauchemar. Il est vrai que le réveil n'en sera que plus pénible. Ma chérie, nuit et jour, ma pensée, mon cœur, toutes les fibres de mon être sont tendues vers toi, vers nos enfants. Et dans mes nuits hallucinantes, j'étends parfois la vision de tes atroces souffrances, que des hurlements s'échappent de ma poitrine. Mon chéri, si j'avais pu prévoir une chose pareille, que toi, mon mari bien-aimé, tu me serais arraché pendant près de 4 années, et que pendant ces 4 années, j'aurais le supplice de vivre, d'assister à ta souffrance et d'être impuissante à la soulager.
adoucir tes souffrances. Ma chère et bonne Lucie, je ne vis que par une tension inouïe des nerfs. Et c'est lorsque je succombe sous le poids de mes souffrances que ta pensée, celle des enfants, me font relever, vibrant de douleur, de volonté, devant ce que nous avons de plus précieux au monde, notre honneur, celui de nos enfants, le nôtre à tous. Mon cher Alfred, je subis tout avec la conviction entière, absolue, que nous te réhabiliterons et d'une façon complète. Ah, s'il est vrai que le bonheur doit être proportionné aux souffrances, tu devras être par la suite bien heureux. Il ne faut pas que l'horrible acuité et tout ce que nous supportons dénature nos cœurs. Il faut que nous restions ce que nous étions jusqu'alors, et ce, jusqu'à notre dernier souffle. Oh la douceur du bagne, impossible et lointain, oh le ciel de la belle, oh la mer et les palmes, les matins transparents, les soirs fous, les nuits calmes, oh les cheveux tondus et les peaux de satin. Rêvons ensemble, amour, à quelque dur amant, grand comme l'univers, mais le corps taché d'ombre. Il nous bouclera nus dans ces auberges sombres. Entre ses cuisses d'or sur son ventre fumant, un mac éblouissant, taillé dans un archange pendant sur les bouquets d'œillets et de jasmin, que porteront tremblants tes lumineuses mains sur son auguste flanc que ton baiser dérange. S'éveillaient les étoiles fleuries, ni les fleurs soupiraient, et des prés l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seule je vais mourir. Les chefs n'ont pas voulu que le socialisme français défendît les droits de l'homme et du citoyen, parce que l'homme était un bourgeois défendu par des bourgeois, parce que le citoyen était un citoyen bourgeois, un citoyen de la bourgeoisie française, parce que les droits de l'homme et du citoyen ont été proclamés par une révolution bourgeoise. Il ne fallait pas se mêler aux bourgeois courageux, aux bourgeois justes, aux bourgeois humains. Les chefs n'ont pas voulu que le socialisme français défendît les droits de la personne humaine parce que la personne était celle d'un bourgeois. Ils n'ont pas voulu que leur socialisme défendît même les droits de la raison humaine parce que des bourgeois les défendaient. Aussi qu'est-il arrivé ce qui devait arriver.
pour n'avoir pas défendu les droits de l'homme. Les chefs qui se croyaient socialistes ont défendu les bourgeois qui violaient ces droits. Pour n'avoir pas défendu les droits du citoyen bourgeois, ils ont défendu les bourgeois qui violaient ces droits. Pour n'avoir pas voulu participer à la défense de la raison, de la justice prétendue bourgeoise, ils ont pris leur part de la folie bourgeoise, de la tartufferie bourgeoise, du crime bourgeois. Si Dreyfus est innocent, il n'est plus ni un officier ni un bourgeois. Il est dépouillé par l'excès de malheur de tout caractère de classe. Il n'est plus que l'humanité elle-même, au plus haut degré de misère et de désespoir qui se puisse imaginer. C'est un crime d'avoir accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse à la tête des nations libres et justes, lorsqu'on ourdit soi-même l'impudent complot d'imposer l'erreur devant le monde entier. C'est un crime d'égarer l'opinion, d'utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu'on a pervertie jusqu'à la faire délirer. C'est un crime d'empoisonner les petits et les humbles, d'imposer les réactions d'intolérance et de réaction en imposant l'odieux antisémitisme dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra si elle n'en est pas guérie. C'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine. Et c'est un crime, enfin, que de faire du sabre le Dieu moderne lorsque toute la science humaine est au travail pour l'œuvre prochaine de vérité et de justice. De Théodore Botrel, une chanson d'actualité. Zola, dans des pages lubriques, nous montre un tas de dévoyés, de débauchés, des alcooliques, et dit, voilà les ouvriers. Non, non, brave ouvrier. Non, travailleur, ce n'est pas toi dans l'œuvre de Monsieur Zola. Nana, laisse-moi roupobouille. Non, non, coupeau le triste arsouille. Crois-moi, brave ouvrier, ce n'est pas toi. Zola, dans un bouquin énorme, au monde voyeur présenta un pantin froussard et difforme en disant « Voici le soldat !» Oh non, brave soldat, non, fier vaincu, ce n'est pas toi, puisque le héros de Zola, devant tous les devoirs, renarde. Non, le fuyard de la débarque, crois-moi, brave soldat, ce n'est pas toi. À mesure que la fête se développait, énorme, la pensée du robuste Jaurès revenait parmi nous. Quand nous chantions « Vive Jaurès », la foule et le peuple des spectateurs nous accompagnaient d'une chaude et immédiate sympathie. Jaurès a une loyale, naturelle et respectueuse popularité d'admiration, d'estime, de solidarité. Les ouvriers l'aiment comme un simple et grand ouvrier d'éloquence, de pensée, d'action.
L'évocation de Jaurès, c'était pour ainsi dire de plein pied avec les dispositions des assistants. Continuant dans le même sens, plusieurs commencèrent à chanter « Vive Zola !» Ce cri eut un écho immédiat et puissant dans le cortège, composé de professionnels habitués dès longtemps à se rallier autour du non-protagoniste. Mais la foule eut une légère hésitation. C'est pour cela que nous devons garder à Zola une considération, une amitié propre. Il faut que cet homme élaboré bien profondément pour que la presse immonde ait porté contre lui un tel effort de calomnie que, même en un jour de gloire, la foule, cependant bienveillante, eut comme une hésitation à saluer le nom qu'elle avait maudit pendant de longs mois. Cela est une marque infaillible. Voulant sans doute pousser l'expérience au plus profond, quelques-uns commencèrent à chanter « Vive Dreyfus !» Un cri qui n'avait pas retenti souvent, même dans les manifestations purement dreyfusardes. Ce fut extraordinaire, vraiment. La foule reçut un coup, eut un sursaut. Elle ne broncha pas, ayant réalisé que nous avions raison, que c'était bien cela. Même elle acquiesça. Mais il avait fallu un raisonnement intermédiaire. Dans le cortège même, il y eut une légère hésitation. Ceux-là même qui avaient lancé ce cri sentirent obscurément qu'ils avaient lancé comme un défi, comme une provocation. Nous continuâmes avec acharnement, voulant réagir, manifester. Tout à coup, un grand cri s'élève à 50 pas devant nous. Vive la République! Ce n'était pas vive la République amorphe et officielle, mais vive la République vivante, vive la République triomphante, vive la République parfaite, vive la République sociale, vive cette République qui montait claire et dorée dans le ciel bleu clair, éclairée du soleil descendant.